Sur le plateau de 237, le débat ce soir pour décrypter cette problématique, j'introduis le prince Koumandoumbe III. Bonsoir. Bonsoir, Dieu Fango. Merci d'être venu sur ce plateau. Volontiers. Voilà. Vous êtes donc spécialiste d'histoire politique. Vous avez également fait des études de germanique. En tout cas, vous êtes le fondateur de la Fondation Afrique Avenir à Bonabiri, ici à Douala. Merci d'être venu sur ce plateau. J'introduis également sur le plateau le professeur Albert Ducoumer. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu une fois de plus sur ce plateau. Moi qui vous remercie. Voilà, vous êtes historien et vous êtes, je crois, spécialiste de l'histoire économique et sociale. Oui. Voilà. Merci donc d'avoir accepté de venir échanger avec nous. J'introduis le professeur Sindjoun Pokam. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Merci de m'avoir invité pour la seconde fois. Voilà. Vous n'êtes pas historien comme les autres, mais vous êtes philosophe, et la philosophie se nourrit de l'histoire. Bien entendu. Voilà. Merci donc. C'est l'Occident qui a divisé tout ça en petits morceaux. Non, l'histoire est totale. Tous les éléments sont importants. Tu ne peux pas parler de l'histoire économique sans parler de l'histoire politique, sans parler de la théologie, sans parler de la morale. Tout ça. Voilà. C'est pas parce qu'on a fait des divisions administratives qu'un historien doit oublier ce qui se passe dans le champ de l'économie. Voilà. On reviendra donc en détail sur ces questions-là. Merci, professeur Sindjoun Pokam, d'être venu sur ce plateau. Professeur Emmanuel Tuntua, bonsoir. Bonsoir, Duval. Et merci d'être venu. Merci aussi de m'avoir invité. Voilà. Merci, messieurs. Je vous propose d'ouvrir cette émission avec un fait d'actualité. Depuis quelque temps, on suit avec un grand intérêt la situation sociopolitique au Zimbabwe. Le Zimbabwe où on apprend que le président Mugabe a signé, confiné chez lui. L'armée dit vouloir neutraliser les criminels autour de Robert Mugabe. C'est une situation qui préoccupe le Zimbabwe aujourd'hui et peut-être toute l'Afrique finalement. Professeur Albert Ducoumer, est-ce que c'était cette situation qu'on vit en ce moment au Zimbabwe, est-ce qu'on peut dire que c'était une situation prévisible? Il est difficile de dire que c'était une situation prévisible. Bon, il est vrai que ces derniers temps, il y a eu une crise au Zimbabwe entre les dirigeants de ce pays, avec le limogeage du vice-président. Et vous savez, au Zimbabwe, ces derniers mois, il y a eu des rivalités qui se sont cristallisées autour de deux groupes. Le groupe des crocodiles et le G40, le groupe des crocodiles du nom de l'ancien vice-président limogé, qu'on appelle également le groupe Lacoste, et le groupe le G40, n'est-ce pas, qui autour de la première dame Grace Mugabe. Madame Grace Mugabe. Donc, ces derniers temps, on a eu l'impression que les deux groupes voulaient en découdre. Et je crois qu'il y a eu ce qui se passe là, c'est une espèce de révolution de palais. C'est-à-dire qu'il y a ce groupe qui soutenait l'ancien vice-président, les militaires qui le soutenaient, qui étaient en affaire avec lui. Et c'est ce groupe-là qui a pris les... Qui arrive et qui conteste cette mise à l'écart. Qui est entré à Mugabe avec ses chars, qui a tenu à faire une mise au point à la télévision pour dire que ce n'est pas un coup d'État, mais qu'on cherchait plutôt à éloigner du cercle du pouvoir un certain nombre de gens qui étaient compromis. C'est ça. Voilà. Alors, professeur Sindjoun, comment ça s'appelle? Ils disent que ça s'appelle un coup d'État. Pour certains, c'est un coup d'État. Une révolution de palais. Voilà. Alors, comment on appelle ça? Je suis très étonné parce que dès lors que les gens désignent certains de leurs compatriotes comme des criminels, des crocodiles, ça veut dire que tu engages une communauté dans ce qu'on appelle la guerre civile permanente. À chaque fois, on peut qualifier l'étranger, celui qui est très loin, n'est-ce pas, d'ennemi, si tu veux, qualifier de tout le nom. Mais une communauté historiquement donnée, quand il désigne, dès lors qu'il désigne en son sein, celui qu'il appelle l'ennemi, le diable, ça veut dire que tu engages un processus de division de la communauté, de son affaiblissement. C'est pour ça qu'ils hésitent à dire que ce n'est pas un coup d'État,
Alors que c'est parce que Alpha Condé, je crois, c'est lui qui dirige maintenant l'Union africaine, il a dit que de toute façon, le Niger a dit non, l'Afrique du Sud n'acceptera pas. Bon, ils ont peur, quoi. Donc, ils commettent déjà des fautes en disant, oui, mais ça c'est des diables, voilà. Une communauté historique. Un État peut désigner un autre État comme ennemi. Ça, il va faire fusion. Mais dès lors que mais à partir du moment où ils estiment que cela représente une menace pour l'avenir du pays et la gestion de qu'est-ce qui garantit qu'ils ne constituent pas aussi une menace eux-mêmes. Je veux dire, j'indique simplement le processus. Quand tu désignes dans ta communauté même, dans ta famille, que l'un de tes enfants c'est un ennemi, tu mets le désordre chez toi. Tu dois éviter. Si tu prends le pouvoir, c'est pas les contradictions qui en soi sont mauvaises. Elles gouvernent toutes les sociétés. On fixe des règles, des principes pour que les gens accèdent au pouvoir sans que ça crée. Parce que la chose la plus terrible, c'est la guerre civile. Alors, les guerres contre les étrangers, les autres États, c'est normal. Les relations internationales sont des relations de conflit, de violence inouïe. Mais dans votre propre communauté, disons camerounaise, puisqu'on va y revenir, il faut éviter soit de frustrer une communauté pour que vous vous installiez dans une guerre civile permanente qui empêche que l'État existe ou que les individus existent. Alors, professeur, est-ce qu'on peut, je veux dire, au regard des enjeux actuels, les camps sont clairement identifiés et la situation telle qu'elle se présente là, est-ce qu'elle est inquiétante pour vous? L'avenir du Zimbabwe se joue sur cette actualité-là, sur cet aspect-là? Non, l'avenir d'un pays est plus que la vie des dirigeants. On parle quand même de quelqu'un qui dirige depuis 37 ans. Oui, non, je dis donc, non, 50 ans dans la vie d'une nation, c'est rien du tout. Ce que je veux dire, c'est plutôt que, à mon avis, ça nous interroge, nous, Africains, sur notre rapport au pouvoir, et sur les mécanismes que nous mettons en place pour pacifier la vie politique. Et qu'on ne le veut pas, un des mécanismes qui peut pacifier la vie politique, c'est qu'on rende l'accès au pouvoir pour tout le monde, que ceux qui peuvent accéder y accèdent d'une manière claire, démocratique et libre. Tant que ça deviendra un patrimoine de quelqu'un, on va arriver à un coup d'État. C'est-à-dire que c'est ça le rapport, c'est le patrimoine héréditaire qu'on transmet de père en fils, comme si c'était une marmite qu'on avait gagnée. Moi, je pense que c'est ça le problème, c'est vraiment notre rapport au politique. Quel espace politique nous construisons? Est-ce que c'est un espace civilisé ou, enfin, entre parenthèses, un espace civil, je veux dire, c'est-à-dire où chacun sait comment ça marche, ou d'une manière, comme on veut qu'on sache comment toi tu me dépasses, ainsi de suite, et qu'il y ait des mécanismes clairs où c'est la maison de mon père que j'ai hérité de mon ami et que je donne à mon enfant. Si c'est comme ça, quoi, ce qui se passe au Zimbabwe, c'est ça, c'est révélateur de notre rapport au pouvoir. Alors, quelles sont les leçons que nous devons tirer de cette situation pour l'instant, en attendant de voir quelle est l'évolution que la situation va prendre, nous, en tant qu'Africains, Prince Commando Betroa? Amboa bien Mabouam, Kalambola Bosso. Na Baïsena Mio et Sele et Tabala Ekon. Nyo Asandolo Namsango. Je salue ma population pour dire que il faut chercher la paix et l'amour entre citoyens. Parce que l'individualisme, là, où c'est toujours moi avant la nation, c'est ça qui nous tue. Et le problème africain aujourd'hui, c'est de trouver la formule appropriée aux cultures et aux mentalités africaines en ce qui concerne le pouvoir. Nous avons bien sûr des modules qui viennent des États-Unis, de France, etc. Mais nous avons des modules ancestrales, millénaires, qui ont fait leurs preuves. Et quand quelqu'un va à l'école, et c'est ça que... Et je crois que c'est ça le fond du problème. Ouais. Vous voyez les jeunes nations européennes, là. Je rappelle que la dépigmentation de la peau qui permet d'avoir la peau blanche, c'est depuis 8000 ans seulement. C'est tout. Et le noir existe avec des structures depuis plus de 200 000 ans. Il faut bien que ce soit ancré dans la tête des gens à l'école, ce qu'on ne fait pas encore. C'est-à-dire donc, l'Afrique de 2017, quelles sont les formules de stabilisation du pouvoir? Et tant que nous n'allons pas chercher dans nos propres sources et qu'on se réfère à la Common Law, à la 5e République, ça veut dire qu'on n'a encore rien compris. Je parle avec autorité. Voilà, je suis d'accord. Je ne parle pas seulement de l'Égypte ancienne. L'Égypte ancienne, c'est il y a 3000, 5000 ans. Et ce modèle de gouvernance, ce modèle d'organisation
sociopolitique, c'est quoi? Ce modèle, c'est d'abord, il faut que les Africains actuels, je dis bien 2017, tu ne connais même pas les institutions politiques, c'est-à-dire de ta propre région. Et tu veux faire un modèle sur la base de quoi? Et c'est ça le défi des Africains aujourd'hui. Je dis bien en 2017. Tu es Bamileke, tu ne connais même pas les structures politiques, les structures juridiques de chez toi. Tu es Bamou. Non, laissez-moi dire ça parce que c'est ça le fondamental même. Le fondamental. Et nous avons aujourd'hui des régimes et des États qui nous déséquilibrent. Absolument. Après les indépendances, nous avons des États essentiellement qui nous déséquilibrent. Et je répète que les Européens n'ont aucune leçon à donner aux Africains. Ce sont des enfants. Oui, mais pendant qu'on y est, en ce moment, ce sont quand même les Zimbabwéens qui désignent d'autres comme étant, comme l'indiquait leur professeur. Et donc, il y a une situation de crise. Il y a une situation de crise qui doit être réglée. Et vous dites donc comment on sort de ce type de crise-là en attendant de tirer le leçon de façon globale pour l'avenir? Non, il y aura une sortie de crise par coup d'État ou par quoi là. Mais on ne va pas résoudre le problème de fond. C'est-à-dire que ce soit le Zimbabwe, le Cameroun, le Ghana, nous avons encore un problème de trouver les solutions qui vont nous stabiliser. C'est-à-dire que tant que nous n'avons pas fait la jonction entre l'héritage scientifique, politique, juridique, l'héritage économique de nos pays avec la modernité, nous n'allons pas y arriver. Et nous n'avons pas encore commencé ce processus. Absolument. Je voudrais donc dire que nous aurons toujours ce genre de soubresaut. Il faudra bien s'attendre à ça. Alors on va coller par-ci, par-là, etc. Mais la solution durable, ce n'est pas encore ça. Alors, professeur Dikoumé, peut-être pour sortir de cette question-là, lorsqu'on regarde le cas du Zimbabwe, on voit une forte prépondérance de l'armée sur un certain nombre de questions, notamment dans la sphère économique et tout cela. Est-ce que, en observant, je dirais que on parle de 37 ans de pouvoir, de règne. Est-ce que la situation, je veux dire, est-ce qu'on peut considérer que la situation qui est vécue dans ce pays aujourd'hui est le fruit de cette construction historique ou bien vraiment du modèle de gouvernement importé en deux griffes en écoutant le prince Kouma et les autres? Le prince Koum, ou bien le prince Kouma de Maître Koua. Voilà, il faut dire déjà. Bon, ce qui se passe au Zimbabwe aujourd'hui, je crois que, comme l'a dit tout à l'heure mon ami Emmanuel Tchumtchoua, c'est le problème de gestion de pouvoir. Absolument. Problème de gestion de pouvoir, et qui dit gestion de pouvoir parle d'accession au pouvoir. Comment les gens accèdent-ils au pouvoir? C'est ça le problème essentiel. Parce que, de manière générale, dans nos États, il y a une confiscation et même une personnalisation de pouvoir. Il y a un homme Prométhée qui sait tout, qui régente tout, qui distribue les bons points et à qui les gens sont accrochés. Donc cela ne permet pas le mode de gestion du pouvoir. Les gens croient que c'est en faisant plaisir, c'est en jouant le plus possible au larbin qu'ils peuvent accéder au cercle du pouvoir. Et ça pose un problème. Et je crois que ça empêche les Africains de penser dignement leur avenir, c'est-à-dire avec dignité, parce que ils ne se donnent pas la peine de réfléchir. Ils refusent de réfléchir. Ils répètent un certain nombre de stéréotypes parfois empruntés ailleurs. C'est ça le véritable problème. Je veux préciser une chose. Tous ceux qui lisent l'histoire africaine, et même à travers les écrits d'Occident, la gestion du pouvoir est si terrible pour les Africains, la manière pour eux de concevoir le pouvoir, que Baudin nous dit, en se référant à l'Égypte, qu'il y a des gens qui ont fui lorsqu'on leur disait allez exercer le pouvoir.
Parce que n'importe qui ne gère pas le pouvoir. Il faut que tu sois doué des qualités précises, surtout que tu sois un homme juste. Tu ne voles pas. Tes ministres ne volent pas. Et ce qu'aujourd'hui en Afrique, ce qu'on appelle la bureaucratie, un fonctionnaire peut carrément, n'est-ce pas, signer un texte, n'est-ce pas, qui aliène les intérêts vitaux de son peuple. Tu n'avais jamais vu ça en Afrique. On a fabriqué des gens dans nos écoles, dans nos universités, n'est-ce pas? On peut prendre des exemples. Ou à l'IRIC, où on forme des diplomates. Les diplomates peuvent carrément sacrifier son pays. Alors que, on te pose toujours la question, tu es fonctionnaire, est-ce que tu agis au nom de l'intérêt collectif? Général. C'est toujours comme ça, faute de quoi tu n'es pas chef. C'est clair. Et ça commence avec l'initiation. C'est-à-dire que ce n'est pas quand tu es déjà roi ou chef. Ça commence avec l'initiation. On sait que toi, on te prépare. Et ça, à partir de l'âge de 6 ans, 8 ans, on te répète que tu es là pour servir ton peuple. Ceux qui sont dans ce cercle le savent. Mais quand tu viens maintenant avec ce système actuel là, qui fragilise l'Afrique, mais chacun cherche son intérêt, parce qu'il n'est pas lié à l'intérêt commun. Il n'a pas même l'éducation. Très bien. Je propose peut-être de marquer une transition juste derrière, donc nous évoquons le sujet qui a été annoncé en sommaire. Voilà, donc alors, pour revenir donc au sujet que nous avons annoncé en sommaire, professeur Emmanuel Junchoua, il y a tout un débat aujourd'hui sur la question de la réécriture ou de l'écriture de l'histoire. Comment faut-il concevoir cette problématique-là? Est-ce qu'il s'agit d'écrire carrément l'histoire du Cameroun? Est-ce qu'il s'agit de réécrire l'histoire du Cameroun? Ce que je veux dire, c'est que d'abord, commençons par affirmer qu'il n'y a pas de peuple sans histoire. N'est-ce pas? Les peuples du Cameroun, comme les peuples d'Afrique, ont une très vieille histoire. Et nos peuples sont même le moteur de l'histoire. Ça, il faut commencer par là. Deuxième chose, nous avons aussi l'État du Cameroun, c'est-à-dire l'espace politique qu'on appelle Cameroun. Nos peuples, l'histoire des peuples est plus vieille et de loin très vieille que l'histoire de l'espace qu'on appelle Cameroun. Si vous regardez très bien, les peuples du Cameroun débordent le cadre géographique. Les Munda au Cameroun et tout pour ainsi de suite. Donc, à mon avis, nous avons deux histoires. D'abord, l'histoire des peuples, qui est, pour moi, peut être le fondement d'une réflexion globale sur notre passé et sur l'avenir. Sans copier, moi je ne sais pas pourquoi on copie. Si on trouve ce qui est mauvais dedans, on le rejette, mais il faut d'abord le connaître. Maintenant, il y a l'histoire de l'espace politique qu'on appelle Cameroun. C'est-à-dire que depuis 1884, on est dans un espace qui change, c'est vrai. Alors, cette histoire, cette histoire, on l'a connue. Il y a énormément de thèses, de mémoires. Mais en tant que livre, il n'y a pas de publication. Il y a très peu d'écrits sur l'histoire du Cameroun et l'histoire des peuples du Cameroun. Donc, il ne s'agit pas pour moi de réécrire, il s'agit d'écrire même. Cette histoire n'est pas écrite. Il y a quelle politique du livre? Il y a quelle politique d'encouragement de la recherche? Il n'y en a pas. Donc, à mon avis, il faut commencer par mettre une politique d'écriture de notre histoire et de vulgarisation de cette histoire-là. Ensuite, maintenant, il y a un troisième phénomène, c'est-à-dire que nous avons une histoire qui est enseignée dans nos lycées et collèges, qui, à mon avis, pose problème. Souvent, conçue pas par des historiens. Et donc, ça fait que, par rapport à la recherche, souvent on a l'impression que les manuels scolaires sont en retard par rapport au savoir. Très en retard. Donc, par rapport à la connaissance. Et donc, voilà un peu, pour moi, un peu l'état de la question. C'est-à-dire qu'il y a une histoire, ou peut-être des histoires, puisque vous faites la différence entre les peuples qui ont existé avant la création de l'entité politique qu'on appelle Cameroun, et vous estimez qu'il y a certainement des travaux
mais qu'il faut mettre maintenant sous forme de livre, parce qu'effectivement, vous êtes enseignant d'université, bon, il y a beaucoup de thèses qui sont faites tous les jours, comme sur l'histoire du Cameroun, donc maintenant il faut mettre ça en forme pour que ce soit des livres et que cela permette. Quelle est votre posture sur la question, professeur Sidou? Mon collègue soulève un problème précis. L'écriture, c'est un choix historique pour consigner les actes du pharaon. C'est-à-dire les actes, les grands actes. L'histoire des guerres, l'histoire des institutions, l'histoire de Dieu. Fait par des scribes. Contrairement à ce que les gens pensent, c'est le dieu Thoth, égyptien, noir ciré, il le sait, qui a inventé l'histoire. Le dieu de la sagesse, ou de l'écriture. De la communication, c'est quelqu'un qui voyage, qui écrit, mais leur rôle c'est de consigner la mémoire historique. Les actes fondateurs du royaume, qu'on répète, que les scribes écrivent et qu'on archive. On te dit, et ça c'est l'enjeu de l'école, l'école est un instrument idéologique, c'est-à-dire pour défendre les intérêts de ceux qui vendent des livres. On ne publie pas, on ne lit pas ce que le prince a écrit, alors que c'est important pour désaliéner les gens. Quelle que soit, n'est-ce pas, la nature de votre histoire, elle peut être belle, elle peut laide, elle peut être histoire de guerre, mais les gens doivent savoir, et ce sont les fonctionnaires, comme on dit, les scribes. Or, il se trouve que ce qu'il dit, on n'en sait pas cette histoire. Dans le cas du Cameroun, est-ce que cette histoire, de votre point de vue, est vraiment écrite? Pas du tout. Pas du tout. Je sais pas. Je dis que l'histoire, la vraie histoire n'est pas écrite. Si tu prends par exemple les grands mouvements historiques, les noms qu'on doit retenir, je vais donner des noms. Notre président l'a publié dans un livre qui s'appelle Pour les livres communautaires. La conclusion, c'est l'appel au peuple. C'est un appel patriotique. Il indique que notre indépendance n'a pas été acquise, n'est-ce pas, simplement comme ça, c'est des hautes luttes. Mais il ne s'oblige pas de citer des noms. J'ai eu une polémique avec mon collègue Monojana. J'ai dit, qu'est-ce que c'est cette histoire où le président convoque un événement extrêmement majeur qui nous a marqué, qui nous a traumatisé même. Il ne cite pas de nom. S'il ne le dit pas, qui va le faire? Et si on ne le fait pas, c'est une histoire bafouée, édulcorée. Même ceux qui se réclament du mouvement, ils ne connaissent pas cette histoire. Donc, ça veut dire que quoi? Ils n'ont pas rapport à leur histoire, hein, aux actes posés par les citoyens, comme il dit. Parce que les régimes s'en vont, hein, et puis le peuple reste. Le peuple, lui, il a conservé la mémoire, il conserve tout le temps. Donc, par conséquent, tu vois que la voix la plus autorisée, convoquant une période tragique de notre histoire, n'ose pas, n'est-ce pas, citer des noms. Alors, ça pose des problèmes. Cela veut dire, professeur Albert Dikouma, peut-être qu'il y a comme une forme de taboutisation de l'histoire, et de ce point de vue-là, il faut peut-être essayer de voir d'où cela vient. Est-ce que c'est lié, je veux dire ça quoi? On sait qu'à une époque, par exemple, il y a eu ce qu'on appelait les lois d'exception, qui ont peut-être pesé, ou peut-être qui continuent de peser sur la mémoire collective. Bon, moi, je ne vais pas utiliser ce mot, taboutisation de l'histoire. Je serais un peu plus nuancé que le professeur Kyum Tua et le professeur Sindjoum Poka. Quand on demande s'il existe une histoire du Cameroun, on pourrait poser la question par rapport aux autres peuples africains. Il faudrait peut-être remonter dans le temps pour dire que avant la naissance de ce qu'on a appelé des États africains modernes, les Européens ont nié l'existence de cette histoire des peuples africains. N'est-ce pas? Tout ça a été basé sur un certain nombre de mythes et de préjugés. Et on a donc caché au monde l'histoire de l'Afrique. Et je voudrais préciser que quand on parle de l'histoire, cette histoire peut ne pas être élaborée, peut ne pas être écrite. Mais elle existe. Mais elle n'en existe pas moins. Car, comme le dit quelqu'un, l'histoire est la mémoire des peuples. Donc, aussi bien au Cameroun
que dans le reste de l'Afrique, peut-être dans le reste du monde, chaque peuple a une histoire. Les peuples du Cameroun ont une histoire. Notre histoire, malheureusement, on a tendance à penser qu'elle commence avec les Européens. Elle est antérieure à l'arrivée des Européens chez nous. Bon, maintenant, quand on demande si cette histoire est écrite, moi, je ne serai pas aussi catégorique que mes deux amis. Parce que je sais que depuis les indépendances, dans tous les pays africains, des efforts ont été faits en se battant contre un certain nombre de stéréotypes laissés par la colonisation, en renouvelant les méthodes, n'est-ce pas, en faisant un travail de recherche remarquable, n'est-ce pas, des intellectuels africains dans différentes universités ont essayé d'écrire l'histoire de l'Afrique, ont essayé également de renouveler l'histoire de l'Afrique. Donc, il y a un travail remarquable qui est fait au niveau des universités, que ce soit mais au Cameroun. Moi, je suis entré comme jeune enseignant au département d'histoire de l'université de Yaoundé en 1974. Cela signifie que M. Biya était encore, M. Aïdjo était encore au pouvoir. Mais déjà, à cette époque, je sais que des mémoires et des thèses remarquables sur l'histoire du Cameroun avaient été produites. Mais professeur, lorsqu'on... Oui, finissez donc. Maintenant, comme on l'a dit, le problème, là où le bas blesse, c'est au niveau de la vulgarisation de l'histoire. Parce que ce qui a été écrit reste dans un milieu, qu'on peut dire, assez confiné. Entre un milieu, le milieu des intellectuels, il y a des articles. Quand les articles paraissent, les articles renouvellent périodiquement certaines phases de cette histoire. Il y a des articles, il y a des thèses, il y a des mémoires, mais c'est seulement un groupe assez limité de gens qui a accès à cette histoire. Tout à l'heure, on a parlé de manuels. Il faut que des manuels d'histoire, parce que si vous voyez dans les manuels d'histoire du Cameroun, la définition même qu'on fait de l'histoire, l'histoire est la connaissance du passé basée sur les écrits. Comment on a dit que tu n'es plus écrit? J'ai eu le plaisir de dispenser à l'université de Douala un cours sur l'introduction à l'histoire de l'Afrique. Et c'est la première question que je posais aux étudiants. Qu'est-ce que l'histoire? Et 90% de mes étudiants me disaient que c'est la connaissance du passé basée sur les écrits. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que toutes les autres sources de l'histoire, et notamment la tradition orale, toutes ces sources n'ont aucun intérêt. Et cela continue à exister aujourd'hui. Bon. Donc, il faut écrire l'histoire pour la mettre à la disposition du grand public. Mais professeur, la question justement qu'il allait poser pour permettre de développer davantage, c'est lorsqu'on regarde cette histoire du Cameroun, comparée peut-être à ce qui se voit ailleurs, je veux dire en termes de production, on a l'impression qu'il y a des pans entiers de l'histoire du Cameroun qui ne sont pas suffisamment explorés. Peut-être qu'ils sont connus. Lesquels par exemple? Si on prend le cas par exemple de la résistance ou bien des femmes dans la résistance au Cameroun, on n'a pas beaucoup d'ouvrages. Il y a peut-être un ouvrage de Francis Kukwa
mais après ça, on n'a pas beaucoup de choses. Non, attends, avant Sur le syndicalisme camerounais, par exemple, on n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup d'ouvrages. Non, il y a beaucoup d'écrits sur les résistances. Il y a beaucoup d'écrits sur le nationalisme Des camerounais. résistances des femmes. Oui, il y a même des écrits. Je sais que mon ami Léonard Sa a rédigé un article sur les femmes au maquis. Je viens de diriger une thèse, la thèse d'un enseignant, n'est-ce pas, sur ces résistances. Mais là, on revient à la question des articles. On revient à la question des articles, des thèses, donc, ce que je mais veux dire, qui ne sont pas fondamentalement enseignés dans les livres. je reviens à la vulgarisation. Ok. Et là, vous rejoignez le professeur qui parlait de la politique du livre. Les gens ont écrit sur la plupart de ces thèmes. Ok. Hein? Mais c'est pas cette histoire n'est pas connue par le grand public. C'est ça. Et alors, c'est un problème que vous soulevez également très souvent, Prince Koumba Ndoumé-Troa, l'histoire du Cameroun qui n'est pas très connue, parce que pour l'essentiel, il semble qu'il y a peut-être un certain nombre d'obstacles à faire connaître cette histoire du Cameroun. Mais d'abord, est-ce que... Il faut toujours poser la question entre la relation entre le pouvoir et l'histoire. Voilà, c'est ça. Tant qu'on n'a pas posé cette question, c'est très difficile. Il faut d'abord, et puis il faut comprendre une chose. Bon, le Cameroun commence quand? 1884? Non. Non. C'est le colon qui a dit que on appelle cet espace-là Cameroun. Mais nous existions avant. D'abord, Cameroun même c'était ici. Douala la côte. C'est ça qu'on appelait Cameroun avant 1884. Donc je veux dire par là quoi? Que l'histoire des Camerounais existe avant que le colon ne vienne dire que ici c'est le Cameroun. Je crois donc que je comprends bien l'argument du professeur James, mais il faut faire attention. Donc, il faut d'abord que le colon vienne définir que c'est ça le Cameroun pour qu'il y ait une histoire. Non. C'est pour ça qu'il faut que les peuples du Cameroun existent avant 1884. Et puis moi je voudrais quand même dire une chose. On parle toujours des sources. Quand vous écrivez, il y a beaucoup de thèses qui sont défendues à l'université, dans nos universités. Bon, la plus vieille université ici, c'est Yaoundé 1. Bon, mais nous avons de jeunes universités comme Tchang, etc., qui font vraiment fort. Donc, ça veut dire que c'est vrai ce qu'ils disent les collègues. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits. Mais attention, ces travaux sont faits sur la base de quelles sources? À partir du moment où les sources sont les livres et les archives en français ou en anglais, et pour la première période en allemand, c'est-à-dire dans la langue de l'autre. Les archives sont dans la langue de l'autre. Ça veut dire que c'est l'autre qui a constitué ces archives. C'est pas toi. Imaginez-vous que les archives en France sont constituées par des Chinois. Et que maintenant les chercheurs français utilisent ces archives-là pour écrire l'histoire de France. C'est ça le problème des Africains, pas seulement des Camerounais. Donc, nos archives, et puis après nous avons quand même un problème. Mais reste que c'est des archives. Hein, non, laissez-moi développer ça. Laissez-moi développer ça, parce que ça c'est là où le bas blesse vraiment. Bon, d'abord nous sommes francophones et anglophones, c'est ça qu'on nous a dit. Et allemands aussi. Non, on a dit qu'on est francophone et anglophone. Ça veut dire que toute la partie là, de 1884 jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, ces archives sont en langue allemande. Et la plupart des historiens camerounais ne lisent pas l'allemand. Ça veut dire que ça c'est un blackout, sauf quelques-uns. Je sais de quoi je parle. Donc, la naissance du Cameroun, les archives sont dans une langue qui n'est pas accessible à la plupart des historiens. Bon, mais moi, je m'arrête pas. Donc ça c'est le premier obstacle. Oui, c'est un grand obstacle. Le deuxième obstacle est fondamentalement politique. Non. Il y a un Puisque vous avez parlé du pouvoir. Non, s'il vous plaît, écoutez-moi bien. Oui. Vous ne pouvez pas écrire votre histoire sur la base des documents des autres qu'ils ont écrits dans leur langue. C'est impossible. Ce n'est qu'un aspect. Je veux dire quoi par là? Je veux dire par là que tant que nous n'aurons pas, c'est-à-dire au niveau scientifique, nous n'allons pas développer les sources endogènes camerounaises de l'histoire du Cameroun, vous n'irez pas loin. Moi, j'ai compris ça quand j'étais à l'université de Yaoundé.
Quand je suis venu à l'université, j'ai compris comment. On travaille sur la base des sources allemandes, des sources françaises, des sources camerounaises. Et ça, j'ai dit non, ça, c'est pas bon. Et j'ai mis une équipe interdisciplinaire en place en 1981. Et on a sillonné tout le Cameroun. Le professeur Dikoumé est au courant, parce qu'il faisait partie de cette équipe. Nous avons sillonné tout le Cameroun, de Mokolo à Tchang, à Kribi, etc., pour que les vieux qui existaient encore, qui avaient dans les 100 ans, qu'avant qu'ils ne disparaissent, qu'ils nous disent qu'est-ce que c'est que le Cameroun. Et nous avons enregistré 176 vieux. Et voilà, par exemple, ce livre ici. C'est un livre complet, entièrement en douala, de 1920 à 1930. Ce sont des écrits en langue douala sur l'histoire du Cameroun. Et puis, par exemple, vous voyez ces vieux-là, on les a enregistrés ici. Vous avez maintenant l'histoire du Cameroun par 176 vieux de tout le Cameroun dans les langues camerounaises. Voilà les sources qu'il nous faut et ce qu'il faut développer. Je veux par là dire que... Donc, en fait, les sources, il y en a. Non, il faut les fabriquer. Les travaux sont faits. Maintenant, il faut les vulgariser. Non, ça, la vulgarisation... C'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais je dis d'abord qu'il faut d'abord aller... Si vous prenez l'écriture de Njoya, je ne sais pas si on peut nous montrer l'écriture de Njoya. Oui, bon, il y a quelques images là. Si on prend l'écriture de Njoya, quel est l'historien camerounais qui sait lire l'écriture de Njoya? Bon, il y en a quand même. Non, mais attendez, s'il vous plaît, il y en a combien? Non, il y en a combien? Non, c'est très sérieux. Et ce n'est pas seulement l'écriture de Njoya, l'écriture dans beaucoup de langues, beaucoup de pays africains. Donc, vous n'utilisez même pas vos propres écritures. Vous n'utilisez pas vos propres langues. Et vous prétendez écrire votre histoire, il y a un problème. Et il faut qu'on puisse résoudre. Est-ce qu'on peut avoir à l'antenne donc les images de l'écriture Bamoun là, pendant que le professeur, le prince, comment le mettre? Ce que je veux dire maintenant, c'est que je comprends très bien votre problème. Est-ce que nos régimes politiques peuvent s'accommoder avec l'écriture sans, comment on dit, sans... l'écriture, l'histoire politiquement correcte. Enfin, politiquement correcte, sans politique, toute la résistance. Sans dithyrambe. Voilà, sans dithyrambe, sans louer, etc. Toute la résistance des Camerounais, quand les colons sont venus ici, ou la résistance des Camerounais, pendant que les colons étaient ici, on a peur de cette histoire. On a peur de cette histoire. Mais il ne faut pas toujours dire le gouvernement. Il faut prendre ses responsabilités. Vous savez que tous les 28 août, au mausolée de l'Ocpriso, nous fêtons la résistance des premiers résistants de l'ensemble du Cameroun. Mais ça ne doit pas être une initiative privée. Mais il faut d'abord commencer quelque part. Mais ça fait longtemps que vous avez commencé. Je n'ai pas l'impression que vous êtes soutenu. Mais on n'est pas soutenu, mais je veux dire qu'en tant que citoyen, il faut prendre sa responsabilité. Okay. Je n'attends pas l'État. Ok. Alors, professeur Tumtois, sur cet aspect-là, il a développé, il y a un élément qu'il a souligné, peut-être qu'il n'a pas beaucoup développé, c'est sur ce qu'on peut considérer finalement comme les obstacles à cette vulgarisation de l'histoire du Cameroun. Non, ça dit c'est des obstacles au travail de l'historien. Mais les obstacles n'ont jamais empêché l'histoire d'être écrite. Je voulais dire quand même deux remarques quand même. Ça dit qu'il ne faut pas dire les sources. Les sources allemandes ne sont pas seulement constituées d'écrits écrits en allemand. Si vous connaissez Bâle comme moi, la moitié c'est les textes écrits en douala. C'est-à-dire que parce que les missionnaires ici écrivaient les textes en douala, les pasteurs écrivaient en douala, les chrétiens écrivaient en douala. Vous avez trouvé à Paris, de FAP, vous avez énormément de textes écrits en douala, écrits en des langues locales. J'ai Hebdin, n'est-ce pas? Son texte, le fameux texte, c'est écrit en douala, douala en allemand. Ce que je veux dire, c'est que... C'est ça, professeur. Voilà. Ça, c'est le professeur, c'était chez le professeur, le pasteur M. Léger. Oui. Tout ça, c'était écrit en douala. J'ai ramené ça de Strasbourg. Voilà. Ça existe, mais ce n'est pas majeur. Nous, historiens, une source ne fait pas l'histoire. C'est-à-dire que, même si c'est écrit en allemand, si j'arrive à m'approprier l'allemand, je ne le traite pas comme vérité d'évangile. Je dois le confronter à d'autres sources pour faire émerger l'histoire. D'où la question de la méthode historique. Donc, le gros problème, à mon avis, le problème chez nous de la source, c'est quoi? C'est qu'au Cameroun, nous avons une forme d'éparpillement spatial des sources. Si vous prenez seulement en France, à Paris, vous avez les sources, archives militaires à Vincennes, archives de la police, château Fontainebleau, archives diplomatiques à Nantes, l'archive coloniale à Marseille. C'est comme si on avait déplacé spatialement nos archives
pour que l'accès n'est pas facile. Donc même quand chez eux, là, avoir accès aux archives, c'est pas facile. Vous prenez, vous allez en Suisse, vous avez des archives à Genève, vous avez des archives à Bâle. Donc les archives du Cameroun à Bonn, ainsi de suite, les archives sont très éparpillées. Donc ça signifie que pour même faire une bonne recherche fondamentale, il faut avoir les moyens que l'État ne te l'offre pas. Si tu prends même sur le plan local, les archives privées à gauche et à droite éparpillées, les retrouver, et même les archives qui existent, je vous donne des exemples. Il y avait des archives à la communauté urbaine. Allez à la commune, ne trouvez plus rien. Il y avait des archives à la chambre de commerce, j'ai travaillé dedans. Je suis revenu 10 ans après, disparu, mouillé dans l'eau. Donc même les politiques, j'ai dit des archives, à la régie FECAM, il y avait une grosse bibliothèque, des archives, il n'en existe pas. Sur le plan local même, c'est nos archives à nous. C'est-à-dire qu'il y a comme un manque de politique de conservation du patrimoine. Et la conséquence, c'est que le peu qu'on a, quand un étudiant finit une thèse, après avoir traversé des obstacles, c'est ouf. Or, on s'attend à ce qu'il y ait une politique nationale, une politique même de l'université pour encourager ce travail. C'est-à-dire que ça devient, c'est comme c'est du long. C'est-à-dire que ça permet aux étudiants, lorsqu'ils ont fini leur thèse, de produire, de mettre cela en livre, voilà. Et donc finalement d'encourager ceux qui se lancent dans cette exercice. Donc pour moi, ça c'est une démarche d'un État responsable. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Qu'on le veut ou pas, nous avons fabriqué l'amnésie. Parce qu'en 60, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui ont pris le pouvoir n'ont pas participé à la lutte nationale. Et on a organisé une forme d'amnésie qu'on ne veut pas. Je vous donne des exemples. En 1961, Ekwabi Wane, ministre de l'Éducation, écrit un livre d'histoire du Cameroun. Qui est quelque temps après retiré du programme. Parce qu'on n'avait pas assez parlé d'Aïdjo. Hein? Donc, quand on fait que la politique commence avec ceux qui ont le pouvoir, la conséquence, on a suscité l'histoire au pouvoir. Alors, l'histoire ne peut pas s'associer au pouvoir. Et donc, là, vous rejoignez pratiquement le développement que semblait faire le presse comme cette capacité pour nous, pour le pouvoir, de penser que l'histoire n'a de sens quand elle devient source de louange, de machin, c'est une des difficultés. Et même qu'on ne se rend pas compte de la valeur de l'histoire, comme nous sommes en train de nous manger les uns les autres. Mais si nous avions au moins la conscience d'une histoire, de partagée, peuple panafricain, quand vous regardez la trajectoire historique de nos peuples, on parle de cette même trajectoire. Ça guérit le tribalisme et l'ethnicisme. Une histoire il n'y a pas de vie nationale sans passé partagé. Et ce passé partagé n'est que le travail d'un historien. Mais nous avons une histoire d'un état théologique, et c'est ça qui est le drame. Professeur Signoun. Il soulève tous les points fondamentaux. Il soulève les questions d'intérêt idéologique. Il a dit tout à l'heure que l'histoire, c'est l'histoire du passé fondée sur les écrits. C'est parce qu'antérieurement, on avait dit que nous sommes un peuple sans écriture. Donc c'était pour justifier une politique extrêmement précise. Ok. On vient de te dire que les gens ont réduit l'histoire, l'écriture d'une histoire, à des gens qui exerçaient le pouvoir. Ils ont rendu les gens amnésiques. Donc c'était un choix igéré. La question pour un philosophe que je suis, quel intérêt ça masque quand on rend un peuple amnésique par rapport à son histoire? Eh bien, ça crée des frustrations, ça crée des violences, ça crée ce qu'on appelle ethnicisme, c'est ça. Donc il y a un intérêt idéologique. S'il prend le pouvoir, lui, il va dire qu'il va falloir enseigner l'histoire tel que l'historien l'a conçu. Je vais me référer à une institution à laquelle j'ai participé. Institut des sciences humaines, CREA, Centre de recherche et d'anthropologie, département pensée africaine. Nous avons entrepris un vaste programme pour collecter dans les 10 provinces, parce qu'on les appelait comme ça à l'époque, comme ça là, nos sources écrites. On a rencontré des chanteurs de Mbet, on est allé au nord, on a enregistré tout. Un jour, un ministre de la République a décidé, n'est-ce pas, de la dissolution de l'Institut des sciences humaines. C'était un samedi, un vendredi. Tout ce que nous avons pu enregistrer, tout ce que nous avons collecté, ça coûtait à l'État du Cameroun peut-être 11 milliards pendant tout le temps qu'on avait fait. Ça se retrouvait à l'Ostom. N'est-ce pas? Au ministère de l'Enseignement supérieur, il n'y a rien. Je crois qu'on a sauvé une thèse, Colofouet, une des thèses là-bas sur le MI, sur le BED et tout. C'est tout. Donc, il y a une volonté notoire de la destruction
de notre capacité à saisir notre histoire passée. Donc, l'enjeu de l'école est important. Si on n'enseigne pas ça aux enfants à l'école, je sais pas, si tu prends le pouvoir et que tu ne fais pas ça, les Chinois ont fait pareil. Exactement cela. Mais c'est père à Douala, à Yaoundé. Quand on a entrepris de créer, de fabriquer des bouquins, des livres manuels, mon Dieu, une société française achète, dit qu'il n'y avait pas question. On a fermé, on a chassé le ministre. Un point très. C'est tout. Donc, il y a un problème idéologique. C'est-à-dire la défense des intérêts, lesquels, est-ce que c'est les intérêts de notre peuple, ou de nos peuples, ou des intérêts de quelques clics, de quelques fonctionnaires, de quelques bureaucrates. C'est que, comme je dis, la relation entre la politique et le pouvoir. C'est-à-dire entre la politique, le pouvoir et l'écriture de l'histoire. Ce que nous avons vécu, nous vivons depuis 1960 dans la plupart des pays africains, c'est qu'on nous oblige à vivre avec une mémoire effacée. Et c'est ça que moi j'appelle un génocide intellectuel. À qui profite le crime? Exactement. À qui profite ce génocide? Et bon, je sais que ce n'est pas le débat de ce soir, mais on peut aller plus loin. Pourquoi est-ce qu'on met les Africains dans un génocide intellectuel et spirituel? Pourquoi? Mais parce qu'avec ça, ils sont tellement manipulés. Présenté sous cet angle-là, on a l'impression que le doigt accusateur est pointé sur le colon. Pourquoi le colon? Nous sommes devenus... Parce qu'on met l'Africain, on peut dire les Africains eux-mêmes peut-être. On vous dit toujours dans notre tradition, quand on vous initie depuis le bas âge, qu'un sorcier ou un malfaiteur ne peut pas entrer chez toi si quelqu'un de chez toi ne lui a pas ouvert la porte. C'est tout. Il faut bien comprendre. Le colon, c'est là. nous-mêmes et les autres. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas cette conscientisation. Il ne faut pas qu'on nous enlève de ces génocides intellectuels. Nous sommes des professeurs d'université ici. Et les mots que nous utilisons sont des mots forts. Mais on sait de quoi on parle. Pourquoi est-ce que les autres, les Allemands, les Français, les Chinois qui avancent, pourquoi eux ils ne sont pas soumis à ce génocide intellectuel et à ce génocide spirituel? Pour vous, il faut qu'on vous dise que, ah non, vous-même, votre histoire là, non, l'histoire c'est là-bas. L'histoire c'est là-bas. Et votre histoire commence à partir du moment où les autres sont venus chez vous. Alors, comment on corrige cette situation-là, professeur Albert Dikoumé? Il y a, bon, je sais que sur cet aspect-là, vous êtes pratiquement tous d'accord qu'il y a un travail à faire pour que cette histoire soit davantage vulgarisée. Mais maintenant, il semble que le premier levier doit être fondamentalement politique. Mais au-delà de ce levier politique-là, il y a peut-être d'autres éléments, d'autres formes qu'il faut exploiter pour que cette histoire-là soit plus connue, peut-être plus écrite, mieux connue et peut-être plus qu'elle soit mieux valorisée. Bon, moi je crois qu'il y a d'abord une chose, il faut qu'il y ait une conscience historique des peuples africains. Parce que moi, de manière générale, je ne rétrécis pas cela au Cameroun. Il faut qu'il y ait une conscience historique des peuples africains. Il faut que cette conscience soit transmise de génération en génération. Aujourd'hui, à quoi assistons-nous? Nous assistons à un phénomène dangereux. Nos langues sont en train de disparaître. C'est fait exprès. Elles sont en train de disparaître parce que on a fait croire aux Camerounais et aux Africains que enseigner nos langues maternelles aux enfants les empêche d'assimiler rapidement les langues étrangères. Et la moderne. Or, il y a des études qui ont été menées, par exemple en France, dans les milieux arabes ou berbères, qui ont montré que lorsqu'un enfant maîtrise les fondamentaux de sa langue maternelle, il peut maîtriser toutes les autres langues. Alors, il y a même dans certains foyers des parents qui interdisent à leurs enfants de communiquer dans leur langue maternelle. Donc, j'ai dit qu'il faut cette conscience historique. Il faut également qu'on évite les pièges du dogmatisme. Le dogmatisme, parce que nous avons tendance également à penser qu'il n'y a qu'une seule voie.
une voie qui conduit à la sagesse. Non. N'est-ce pas? Ces voies sont multiples. Bon, l'autre chose qu'il faut, il faut que, en ce qui concerne les sources, puisque nous avons parlé des sources tout à l'heure, il faut que toutes les sources, pas seulement les sources écrites, parce que nous avons tendance à trop nous baser sur ces sources écrites, à en faire un fétiche, une espèce de fétiche. Hein? Il faut que les autres sources, nous avons par exemple les sources archéologiques. Hein? Il y a les sources complémentaires. Linguistique. Il y a la linguistique, il y a la sociologie, il y a l'anthropologie, il y a la philosophie, la biologie, l'art, etc. Tout ceci doit contribuer à écrire l'histoire de l'Afrique. Vous voyez, mais tout à l'heure, on a parlé du rôle du pouvoir politique. Il est vrai que, notamment au début des années 60, le pouvoir politique dans nos États a essayé de placer sous surveillance un certain nombre de départements, notamment le département de philosophie, le département d'histoire, etc., etc. Mais moi, je dirais qu'en ce qui concerne le Cameroun, assez tôt, le département d'histoire de l'université de Yaoundé, sous la houlette d'un certain nombre d'aînés, comme le Père Vin, comme Adalbert. Non, pas Adalbert. Adalbert, ça viendra après. C'est après qu'il sortira d'un certain état pour écrire véritablement. Mais le professeur Ndjoma et d'autres, n'est-ce pas, se sont émancipés très tôt de ce carcan politique. Et surtout le Père Vin. Surtout le Père Vin qui avait une langue bien pendue et qui exprimait l'indépendance de son indépendance sur le plan intellectuel. Il faisait tout, la musique, peinture, tout ça. Vous comprenez? Donc, je pense que nous n'avons pas, au département d'histoire, souffert de la présence politique, même si de temps en temps on a essayé de procéder à un certain nombre de rappels à l'ordre. Et c'est ce qui a permis que certains de nos aînés écrivent des textes remarquables sur l'histoire de l'Afrique ou l'histoire du Cameroun. Donc, je crois que ce que nous devons faire, c'est sonner le tocsin lorsque cela est nécessaire, lorsqu'il y a danger en demeure. Il faut le dire, n'est-ce pas? Et amener les gens à rectifier le tir. Est-ce que la déclassification des archives annoncée, professeur Emmanuel Tuntua, peut être effectivement le déclic dans cette opération-là? Donc, d'abord, je pense, non, il ne faut pas réduire tout à l'histoire politique. Et même si vous avez lu le livre de Delton, avant qu'il ne dise, il y a de très bons. Donc, il y a très peu de choses cachées qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaisse pas plutôt. Hein, donc, à mon avis, il s'agit d'une dimension, c'est des archives à Vincennes, qui sont sous. Sur la convention. Oui, secret défense. Mais ce n'est pas seulement ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai travaillé, nous sommes en train de faire une pétition pour Tiaroy. Alors, avec Mabon, le collège de Bretagne. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont très malins. Il y a des documents sur Tiaroy. Et comme en France, il y a un délai pour déclassifier les archives, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ramassé des archives sur Tiaroy, ils ont ramené ça à l'ambassade de France de Dakar. Hein? Donc, vous comprenez? Manipulation. Oui, pour faire que ça échappe au contrôle du législateur en France. Donc, pour dire que quand ils ne veulent pas que tu saches, et tu veux pas. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Ça, ce sont des archives écrites. Mais il y a des témoins. Les archives, il y a des témoins. Il y a il y avait des journaux de l'époque. Donc, on ne peut pas, l'histoire ne se réduit pas à un document. L'histoire, les sources de l'histoire sont variées. C'est plus, comme disait c'est que tout ce qui peut permettre l'histoire d'écrire son miel. Voilà les sources de l'histoire. Les faits sont miel. Donc on ne peut pas réduire l'histoire à un document. Qu'il libère les archives ou pas. Par exemple, prenons l'exemple des bombardements, des gazages ici à l'ouest. On a des témoignages. On a des témoignages. J'ai vu un travail d'un collègue qui te montre avec les photos satellites. Comme on dit, bon, voilà l'espace il y a 5 ans avant, voilà, avant le passage. On voit, donc on ne peut plus aujourd'hui limiter seulement l'histoire. Par contre, je revenais sur comment nous en sortir. Je pense que non seulement il faut que ceux qui se disent historiens s'engagent dans le combat d'histoire, à mon avis. C'est-à-dire, c'est un combat désintéressé pour faire prendre aux Camerounais la conscience. Et si nous, historiens, nous devenons fonctionnaires aussi. Hein? Ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'il faut que ceux qui se disent... Pour moi, l'histoire doit être un sacerdoce. Un thème d'engagement pour que le pays avance. Pour que les étudiants que je forme... Je suis heureux, c'est mon enseignant, d'être assis près de mon enseignant. Et de poursuivre ce qu'il a fait, c'est-à-dire autant que c'est possible. Donc, si nous nous engageons de telle sorte que les générations que nous poussons sur le marché, ont cette capacité à interroger l'histoire, à ne pas accepter tout pour vrai, à ne pas chanter des louanges à tort et à travers, nous prenons des gens qui ont l'esprit critique. Parce que la capacité d'histoire, d'abord, c'est l'esprit critique. Et de deux, si nous pouvons aider les municipalités, prenons Douala, pourquoi pas laisser que la municipalité de Douala, on essaie de faire des lobbying auprès des municipalités pour faire une politique municipale de l'histoire, du patrimoine de la ville. Ainsi de suite, on peut essayer autant que faire. Et ensuite, voir comment nous associer les uns les autres pour peut-être, comme le centre, j'envoie des étudiants Africa, il y a des documents là-bas, donc essayer de faire une politique. Et pourquoi pas aussi, si nous devenons universitaires, nos universités, moi j'ai écrit 2 livres, mon université n'a acheté aucun livre. Hein? Donc, pourquoi pas, pourquoi pas ne pas encourager les universités à mettre une politique pour acheter des livres, hein? Pour les bibliothèques. Nos bibliothèques sont vides, et ainsi de suite. À mon avis, c'est une forme de mobilisation générale. Et c'est une torsion pourquoi on se mobilise pour que ce n'est pas normal. Alors, si vous pouvez permettre que je rende hommage au père Angèle Vemveng. Vraiment, pour un débat comme ça, il faut lui rendre hommage. Parce que voilà un jésuite, n'est-ce pas, qui était formaté pratiquement pour ne répéter que ce qu'il a appris ailleurs. Or, voilà un monsieur qui se lève, qui vous dit d'abord que Moïse est un Africain. Et il a payé cela de cher. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus un secret. Il y a des livres, beaucoup de livres, que Moïse est un Africain. Bon, mais malheureusement, lui, il a dit ça à une période où on a dit, qu'est-ce que tu dis là? Voilà le père Angèle Vemveng qui vous dit que Osiris et Isis ont précédé Jésus. Et il le dit, il l'écrit. Et après, on découvre maintenant aujourd'hui que les termes Jésus, les termes Marie, les termes c'est que tout ça, ce sont des termes que les Africains utilisaient avant ce Jésus que les Blancs nous ont amenés. C'est l'histoire. Parce qu'il y a aussi l'histoire des religions et l'histoire de la spiritualité. Voilà donc des voies qui s'ouvrent. Que un Enoch, le noir d'Éthiopie, a écrit son livre 10 000 ans avant Jésus-Christ. Que Jésus-Christ citait Enoch par cœur. Et que dans la Bible que les chrétiens camerounais utilisent aujourd'hui, il y a 309 passages du livre d'Enoch. Tout ça, c'est l'histoire. Ça veut dire que ce n'est pas seulement l'historien en tant que chercheur. C'est une responsabilité hautement politique dans un pays. C'est-à-dire que vous devez avoir, quand vous marchez, regardez dans les autres pays là, vous marchez, il y a une plaque quelque part, qu'il y a tel qui a vécu ici, il a fait ceci, il a fait ceci, et puis tu continues ton chemin. Où sont ces plaques là ici? C'est-à-dire qu'il faut que les municipalités... Il y a Fauche, hein, en face de nous là. C'est-à-dire que... Oui, mais il y a les anneaux de la mémoire aussi, que notre ami Douala Hat, quand même, a essayé dans cette ville. Vous voyez, c'est d'affaires privées, mais il a fait quelques mémoires. Oui, Marilyn, c'est pour ça que moi, je dis toujours, je n'attends pas l'État.
C'est pour ça que nous avons créé la Fondation Afrique Avenir. Parce que, et nous avons maintenant toute une école doctorale. Et l'école doctorale, c'est une école doctorale de la Renaissance africaine et du leadership management dans les affaires africaines. Bon. Et nous sommes en 2e année et vraiment les inscriptions viennent maintenant même hors du Cameroun. Ça veut dire quoi? N'attendez pas toujours l'État. Faites pour que l'État, quand il va comprendre, il prenne maintenant avec ses gros moyens et qu'il fasse. Attends. Je vais revenir sur un problème de langue. Et pour dire ce que la loi du Cameroun dit, puisque la question est d'actualité. La constitution du Cameroun, ça c'est ça, notre constitution actuelle. Il vous dit, la République du Cameroun est un État unitaire décentralisé. Le titre c'est de l'État et de la souveraineté. La République du Cameroun, qui est devenue un État unitaire, décentralisé. Elle est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité de tous les citoyens devant la loi. La République du Cameroun adopte l'anglais et le français comme langue officielle d'égale valeur. Et il dit, elle garantit la promotion du bilinguisme sur toute l'étendue du territoire. Elle œuvre pour la protection et la promotion des langues nationales. Tous les débats d'aujourd'hui, personne ne fait référence aux langues nationales, qui sont une disposition constitutionnelle. Le président lui vient de créer la Commission nationale de promotion du bilinguisme. Monsieur, attendez. Non, vous n'avez pas avec des îles très ici. Je suis désolé. Les Tabimanga. Je parle de linguistes. L'autre qui est mort, un de nos collègues qui est mort, Tadadju. En 1985, il y a eu un colloque organisé par le ministre Singapour, qui était ministre de l'information et de la culture, où on a convoqué tous les intellectuels de différentes disciplines. Je me réfère simplement à l'intervention de ces deux. L'un est mort, Tabimanga, un petit frère, bon, vous le connaissez très bien. Monsieur, la question de langue n'est pas un problème technique, parce que techniquement c'est résolu. Il t'a dit que quand un enfant apprend sa langue maternelle, il est capable de comprendre tout ce qui se passe. Et très rapidement. Très rapidement. Très rapidement. Or, les linguistes ont dit, on a fait des recommandations. On est en 1985 pour dire que l'État du Cameroun doit prendre des dispositions pour, n'est-ce pas, installer, n'est-ce pas, dans la constitution du Cameroun, n'est-ce pas, les langues nationales. Donc vous voyez quand même que les intellectuels ont fait leur boulot. Ils ont fait leur travail. Le problème n'est pas un problème technique. Bon, c'est un problème de décision politique. Pas la seule chose. Et puis de toute façon, c'est pas la seule chose dans la Constitution de 96 qui n'est pas. Non, peu importe. Je dis qu'il est d'actualité et nous avons souligné, n'est-ce pas, l'enjeu de nos langues. C'est pas simplement l'anglais ou le français pour lequel nous devons mourir, mais il y a les langues nationales qui est une disposition de type constitutionnel. Voilà. Professeur Albert Dickou, messieurs, la question de cette écriture de l'histoire, il y a comme de temps en temps, on a entendu dans des débats entre intellectuels, entre universitaires, un certain nombre de sujets considérés comme polémiques en rapport avec l'histoire, avec cette histoire du Cameroun. Est-ce que de votre point de vue, ce sont des polémiques qui ont lieu d'être, qui peuvent se justifier entre historiens, ou bien de votre point de vue, cela peut tout simplement participer des manœuvres ou des manipulations qui peuvent constituer finalement des obstacles à la vraie connaissance de l'histoire de notre pays? Bon, vous savez, ailleurs, il y a ce qu'on appelle des négationnistes. Des négationnistes, par exemple, des gens qui disent que les chambres à gaz n'ont pas existé. Et j'ai constaté chez certains jeunes chercheurs cette tendance à vouloir montrer que l'histoire du nationalisme
telle qu'elle est écrite, qui exalte un certain nombre de pères de l'indépendance, est mal écrite. Que le héros, c'est plutôt Amadou Ahidjo. Hein? C'est lui qui a véritablement œuvré pour l'indépendance du Cameroun. C'est pour ça que moi je parle de négationniste. Et il faudrait faire très attention. Quand sur le plan intellectuel, vous voulez fausser l'histoire, ou bien quand vos références viennent d'ailleurs. Joseph Kizerbo disait ceci: à moins d'opter pour l'inconscience ou l'aliénation, nul ne peut vivre sans mémoire ou avec la mémoire d'autrui. Pour moi, c'est très important. Il y a des gens, il a parlé tout à l'heure d'amnésie. C'est-à-dire Il a parlé d'amnésie. Il y a des gens qui veulent qu'on oublie certains pans entiers de notre histoire. Parce que ces pans entiers de notre histoire ne leur sont pas favorables. Ou détruire les positions acquises. Vous comprenez? C'est comme si, comme le disent certains, vous vouliez faire le mariage de la carpe et du lapin. Ça ne donne rien, ça ne débouche sur rien. C'est dans ce cas que les gens disent qu'il faut réécrire l'histoire de Cameroun. Mais ce que je veux dire, c'est que l'histoire, c'est une construction. Elle n'est jamais achevée. Elle ne peut pas être achevée à partir du moment où il y a des sources qui n'ont même pas encore été suffisamment exploitées. Donc cette posture qui veut nous faire penser que seule l'histoire de certains grands hommes, entre guillemets, mérite d'être écrite, est extrêmement dangereux. Et c'est pour ça que je crois qu'il faudrait des états généraux de l'histoire. Il faudrait des états généraux de l'histoire où ne participeraient pas seulement des historiens, mais d'autres intellectuels, puisqu'on ne peut pas écrire, les historiens ne peuvent pas écrire seuls l'histoire, puisqu'ils ont besoin des autres pour écrire cette histoire. Il faudrait que ces états généraux aient lieu. Il est vrai que mon ami Daniel Aboua préside aujourd'hui aux destinées d'une association des historiens camerounais, mais je crois qu'il faudrait que cette association aille au-delà de ce qu'elle fait des choses intéressantes, mais il faudrait qu'elle aille au-delà. Alors sur cette question-là, Prince Koumandoué III, il y a sur un champ qui est présenté comme pratiquement le vôtre, hein, tant vous écrivez beaucoup là-dessus, notamment l'histoire coloniale, la période allemande. Il semble qu'il y a également dans cet espace, dans cette séquence chronologique-là, un certain nombre de faits historiques qui aujourd'hui peuvent être mis en question. On a écouté récemment, au cours d'une conférence à Africa Bir, un ensemble d'éléments dans ce sens-là. Est-ce que ce sont des faits qui, fondamentalement, doivent être portés à l'attention du public aujourd'hui comme étant des faits historiques innovateurs, ou bien ce sont peut-être des petits détails qui peut-être ont échappé aux historiens? Je crois que, je vais revenir sur la période allemande, mais je crois que, encore une fois, nous sommes en 2017. Au Cameroun et dans les pays africains, il est urgent de s'interroger sur les différentes étapes du génocide intellectuel et spirituel que nous avons subi. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Et ça aussi, c'est l'histoire. Mais ça, ce sont des questions fondamentalement politiques. Et on peut différer ça, hein, mais ça va venir. C'est-à-dire que les dirigeants africains peuvent différer ça.
mais ça va le rattraper. Parce que ces génocides intellectuels, vous voyez la masse de la jeunesse africaine, comment elle est en train de venir, et comment elle se sent bloquée quelque part. Parce qu'elle se sent bloquée, elle est dynamique, elle a l'intelligence, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, normalement, il faut prévoir ça. Et ça, ce n'est que quand on va maintenant dire, on va s'asseoir pour comprendre ce génocide intellectuel et spirituel-là. Qu'est-ce qui s'est passé pour pouvoir s'en sortir? Et encore une fois, s'il vous plaît, ne réduisez pas l'histoire d'un peuple à l'histoire politique ou à l'histoire des institutions. Mais il semble que c'est la partie de l'histoire qui est beaucoup Non, encore une fois, moi, je pense toujours à l'Afrique. Au Cameroun, ici, n'est-ce pas? Nos enfants apprennent quoi à l'école? Il y a le théorème de Pythagore et de Thalès. Mais nous tous, nous savons depuis que c'est un mensonge. On a les démonstrations, le papyrus Rennes et de Moscou est là. Nous, tout le monde a ça. Ce sont les Africains qui ont inventé ce qu'on apprend à l'école comme si c'était Thalès et Pythagore. Et c'est ce qui a permis de construire les pyramides, tout ça. Et tout ce théorème-là, on l'utilisait 1300 ans avant la naissance de ces Grecs-là, en Afrique. Donc, c'est au Cameroun, non? C'est-à-dire que l'histoire, ce n'est pas seulement l'histoire politique. Et c'est aujourd'hui qu'on apprend encore ça aux enfants. Quand vous prenez maintenant ce qu'on appelle les nombres, la théorie des éléments finis, on vient de découvrir en Afrique du Sud, là, à Blombos, à Blombos, que 77 000 ans avant, c'est-à-dire, il y a 77 000 ans, 75 000 ans avant Jésus-Christ, les Noirs utilisaient déjà cette théorie des éléments finis. Et vous savez qui utilise ces résultats-là maintenant? C'est la NASA. Voilà. C'est la NASA. Au lieu que ce soit maintenant nos ingénieurs et nos mathématiciens. Voilà. Mais parce qu'on ne sait même pas que ça existe. Et quand on découvre, c'est comme l'os d'Ishango. C'est ça ce problème de conscience politique. Voilà, l'os d'Ishango, on utilise aujourd'hui les tablettes mathématiques. Mais l'os d'Ishango, on a découvert ça où? En République démocratique du Congo ici, il y a 22 000 ans. Mais où est la statue de l'os d'Ishango? Voilà. Ce n'est pas ici, hein? C'est à Bruxelles. À Bruxelles. C'est à Bruxelles. Devant la pharmacie du métier. À Bruxelles, à la place de la Monnaie, qu'on célèbre la naissance des sciences mathématiques. Non. Et ça vient du Congo. Mais vous-même, chez vous, au Cameroun, il n'y a même pas une rue, et rien. Mais il faut arrêter ce massacre dans les pays africains. Alors, cela veut dire donc qu'effectivement, il y a un certain nombre de choses qui doivent être reçues. Il ne s'agit donc pas de réécriture, mais il s'agit davantage de vulgariser. Mais l'historien n'a pas ce pouvoir politique. Il n'a pas ce pouvoir d'argent. Hein? Est-ce qu'il n'y a pas l'argent dans ce pays? Je vais dire une chose, s'il te plaît. Il y a quelques secondes avant que quelque chose de précis. Je suis convaincu qu'une nouvelle génération va s'emparer du pouvoir et inscrire tout ce dont on parle. Inéluctablement. Inéluctablement. Je vais prendre quelques exemples. Si vous prenez, les gens sont fascinés par la Chine. Extrêmement. Quand tu vois l'aventure. La Chine a fait sa révolution culturelle. Elle a fait sa révolution culturelle. Mao que tu vois. Il était déjà en 1911, un jeune là-bas, avec Sun Yat-sen, Première République. Il fonde le premier parti communiste dans une cabane là-bas en 1919. Et il fait la révolution. Il fait la révolution chinoise d'abord en 1949 et la révolution culturelle qui a duré 10 ans, de 1966 à 1976, où il meurt. Il a fait quoi? Il a dit il faut revenir voir le paysan. Il a fermé les universités, l'armée, le parti même. Vous dites que les jeunes allaient étudier dans les campagnes. Le président actuel y allait. Donc, monsieur, nous ferons notre propre révolution culturelle. C'est inéluctable. C'est inéluctable parce qu'on est 1 milliard. Les jeunes de nos enfants ont 1 milliard. Le Niger en 2040, 2050, ils seront 400 millions. Il va falloir les nourrir, monsieur. Donc, nous ferons. Et notre continent est devenu le champ des grandes batailles. C'est la deuxième fois que le monde entier se retrouve en Afrique. Tous les continents sont en Afrique. 3/4 des ressources du monde se retrouvent en Afrique. Donc la bataille, elle est rude. Sinon, voilà.
Mais professeur, ce n'est pas surprenant qu'effectivement le terrain qui soit le plus convoité, ou je veux dire qui suscite le plus de polémiques, soit le terrain politique, je veux dire l'histoire politique. Il semble que c'est là que se construisent tous les enjeux. On a vu par exemple dans le cas du Cameroun, l'essentiel des polémiques qu'on a enregistrées entre universitaires ou entre historiens, c'est en rapport avec justement cette histoire politique, notamment la période qui précède les indépendances au Cameroun, entre autres. Cela peut se justifier, non? Oui, avant de répondre à ta question, je voulais quand même ramener que ne ramenons pas tout au Cameroun. Il y a une expérience fondamentale qui se passe en Tanzanie. Je ne sais pas si j'ai connu juste avant la mort de Nyerere. Il est interdit vous ne pouvez pas vous inscrire à l'université en Tanzanie sans avoir fait 3 mois dans une ferme hors de votre région. C'est-à-dire que vous finissez le bac, vous quittez, si vous êtes du sud, vous allez au nord dans une ferme collective, vous vivez avec des paysans pendant 3-4 mois avant de vous inscrire à l'université. Voilà, donc, oui, c'était... la réalité. Et la Tanzanie a enlevé maintenant l'anglais comme langue d'enseignement. Oui, donc, vous voyez, et donc, je vous donne un exemple. Quand il y avait des problèmes en Tanzanie, je venais de commencer l'animation rurale. Alors, le monsieur, qu'est-ce qu'il décide, le président? Il y a des problèmes, il dit, bon, on n'a pas d'argent. Tout le monde marchera sans voiture pendant 4 jours. Hein? Les fonctionnaires, vous allez au travail sans voiture. Moi-même, président, je marche sans voiture. Ils ont commis le carburant pendant 3-4 jours. Donc, vous savez comment le président marche aujourd'hui. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de redevenir comme... c'est de vivre dans une relation avec notre espace. Si vous prenez l'argent que nos villes bouffent l'argent du Cameroun. Même les villes ne produisent pas l'argent. C'est les paysans qui produisent l'argent, mais ils n'ont rien. Alors pourquoi? Parce qu'on forme des petites bureaucrates dans nos universités qui n'ont jamais appris à tenir la roue, ou donc ils oublient les parents qui tiennent la roue, et on fait une politique des villes. Et moi je pense que tout ça c'est parce que notre relation avec notre univers a été une relation fabriquée. Oui, donc, moi, à mon avis, je ne suis pas. Je me dis qu'il faut une approche qui permette à ceux qui dirigent d'avoir un rapport avec tout le monde, avec son environnement, son milieu. Il y a des enfants qui sont formés je dis ça à mes étudiants, qui étaient à l'école primaire, au lycée bilingue de Bepanda, école publique de Bepanda, lycée de Bepanda, maintenant ils sont à l'université de Torbon. Hein? Donc, ça veut dire que quand ils vont finir là, tout leur univers sera ça. Et à mon avis, comment tu veux que quelqu'un dans son univers s'est réduit puisse penser le Cameroun et l'Afrique? Il me faut... Donc, l'histoire permet même si on est dans ce cadre-là, de dépasser ce cadre physique pour englober les autres. Et une des dimensions de notre histoire, je vais dire à la politique, c'est que nous n'arrivons pas à englober les autres. Non. On a rétréci notre perception du monde, c'est réduit à nous-mêmes, à notre famille, peut-être un peu à quelques élites de notre clan. Parce que ce n'est même pas le clan, c'est les élites, quelques élites du pouvoir. Donc, il n'y a que l'histoire pour dynamiter ces frontières. C'est-à-dire frontières physiques, frontières intellectuelles, frontières spirituelles, pour englober l'autre, pour ramener l'autre. Alors, donc c'est pour ça que, conscient de cet enjeu-là, on a ramené notre histoire politique à des machins, des petites batailles entre les gens. Et la conséquence, même dans ces batailles-là, on a fait tout pour qu'on ne sache que telle personne pour telle autre. Hein? On a fabriqué quelque chose de dimension nucléaire. Et c'est pour ça qu'il y a ces problèmes. Donc, comme je dis, l'histoire ne se réduit pas si l'histoire vraie ne se réduirait jamais à la politique, elle se réduirait à la vie des hommes, dans toutes les dimensions. La vie des sociétés humaines, dans la construction des hommes, dans leur espace, de créer un espace dans lequel ils peuvent vivre en tant qu'être humain. Pour moi, c'est ça. C'est cette capacité de créer une vraie humanité. C'est très important. On sort donc de l'émission, on n'a plus que quelques minutes, chacun va avoir quelques secondes pour conclure. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment on envisage cela, comment on envisage une telle opération dans un monde où on parle de plus en plus de mondialisation et de globalisation. Est-ce que ce n'est pas une gageure? Je pose la question, mais qui commande aujourd'hui la mondialisation? Qui gouverne le monde, si tu veux? Qu'est-ce qui gouverne à travers ces concepts, mondialisation? Tu sais, au 19e siècle, 20e siècle, tout simplement, on voyait les grandes puissances, ce qu'on appelait les grandes puissances. Aujourd'hui, si on te pose la question, qui gouverne le monde aujourd'hui? Tu vas dire que c'est qui? C'est Boko Haram? C'est les djihadistes qui bombardent Paris quand ils veulent? Ou
il y a un bouleversement du monde. La guerre n'est plus entre les États, c'est terminé ça. Ce sont des soldats qui dans les rues, parce qu'affamés, qui sont en difficulté, qui mettent les États en difficulté. La question c'est, et comme notre territoire, je dis africain, notre continent, mais au sens tellurique du terme, est devenu le champ de cette grande bataille, comment préparer nos enfants, n'est-ce pas, pour affronter ces défis, parce que c'est le continent qui est devenu le lieu de cette confrontation. Il n'y a plus un centre qui commande le monde. Terminé, ce sont des individus. Et ça va loin. Ça nous blesse ontologiquement. Ce sont nos enfants qui, au Nigeria, les filles surtout, sont devenus, n'est-ce pas, des bombes humains. Un Africain qui voit ça, il est traumatisé. Parce que dans sa mémoire collective, ontologique, il n'a jamais imaginé ça. Alors, professeur Alain Dikoumé, au finish, il faut que les uns et les autres comprennent qu'il y a un intérêt, c'est un défi majeur aujourd'hui, non seulement d'écrire cette histoire-là, mais de la vulgariser. Cela doit impacter fondamentalement sur l'avenir de nos États. Bien sûr, mais puisque vous avez parlé de mondialisation tout à l'heure, qu'est-ce que la mondialisation? C'est l'accélération de la multinationalisation. Ce sont ces grandes compagnies que vous connaissez qui se sont emparées de pans entiers, non seulement de l'économie du monde, mais également de la manière de penser, de réfléchir, n'est-ce pas? Puisque cette société des multinationales offre un certain nombre de modèles, des modèles qui conduisent à l'uniformisation. Et ces modèles, s'il n'y a pas cette conscience politique, cette conscience historique, ces modèles ont tendance à capter toute notre énergie, à absorber tout ce que nous avons comme connaissance et à les diluer, si on n'y prend pas garde. Bon, donc, pour moi, il faut qu'il y ait une espèce de réarmement moral. Il faudrait qu'on sorte de certains clichés qui guident notre conduite aujourd'hui et que nous prenions véritablement en main notre destinée. Parce que même l'histoire dépend de cela. C'est-à-dire que nous continuerons à produire un certain nombre de choses qui n'auront pas véritablement de prise sur nous et sur nos peuples. Et maintenant, on peut se poser une question. Où va-t-on? Où se dirige, vers quel destin se dirige-t-on si on nous a tout pris, même notre conscience? Les Indiens d'Amérique disaient, maintenant que vous avez pris nos religions, maintenant que nos religions sont mortes, laissez-nous mourir. Frère Sokouma numéro 3, on sort d'émission. Oui, et ce que moi je peux dire, c'est que il faut que chacun fasse ce qu'il peut faire. Moi, à mon tout petit niveau, l'école doctorale Afrique à venir, ça s'appelle héritage et innovation. Quelle que soit la discipline scientifique dans laquelle tu fais ton doctorat, ou bien maintenant, à partir de l'année prochaine, ton master, il faut d'abord, que ce soit en physique, que ce soit en chimie, il faut d'abord que l'héritage scientifique africain, tu acquiers ça. Et que maintenant tu innoves. Que tu innoves, que ta thèse-là apporte des innovations qui permettent à l'Afrique d'avancer. Parce que tu dois affronter ce qu'on appelle la mondialisation. Ouais. Mais tu ne peux pas l'affronter si toi-même tu n'es pas assis sur tes propres sources. Bon, mais ça, c'est ce que nous on fait à un petit niveau. Ça, c'est l'État qui doit prendre ses responsabilités. Très bien. Professeur Tuntua, pour sortir de l'émission, aujourd'hui plus que jamais, on a besoin fondamentalement d'avoir
d'écrire cette histoire-là, de la vulgariser, parce que cela, je vais dire quoi, notre avenir en dépend pratiquement. D'abord, je suis un peu surpris, le plus jeune là, de clôturer l'émission, ça devient un peu bizarre. Donc, non, c'est un appel. Pour transmettre le flambeau, bon, je crois comme ça. Non, ce que je veux dire, c'est que, premièrement, quand il y a un livre là, La revanche des barbares. Les peuples aujourd'hui refusent cette forme d'uniformisation du monde. Absolument. Les sociétés humaines refusent cette forme de moule commun. Et donc, peut-être d'une manière barbare, ils refusent. Mais on a besoin d'histoire pour que ce refus soit articulé. Non pas comme le rejet de l'autre, mais comme mon affirmation dans ma singularité qui rencontre l'autre. Je ne rencontre pas l'autre comme une marchandise, je rencontre l'autre comme un être humain, fait comme moi. Je ne rencontre pas l'autre comme quelque chose exploité. Je rencontre l'être humain comme quelqu'un de chair et d'os, qu'il soit blanc, noir, jaune. Et ce n'est que dans cette singularité de mon histoire qui rencontre l'histoire que le commun se vit, que l'avenir se vit. L'avenir ne se vit pas dans des guerres, dans des hommes devenus des marchandises. Imaginez-vous, dans des guerres devenus des hommes devenus des biens commerciaux. C'est pas possible. On ne veut pas vendre tout. Non. On ne peut pas vendre tout. Il y a des choses qu'on ne peut pas vendre. Mais la mondialisation, c'est ce qu'elle cherche. Oui, nous vendre tout. Vendre l'humain, vendre tout. Non, nous pouvons dire qu'on ne peut pas vendre tout. Au moins, ça, nous savons ça dans notre culture, qu'on ne vend pas tout. Bien sûr. Et il y a des choses, on ne vend pas le sourire, on ne vend pas le bonjour, on ne vend pas l'amitié, on ne vend pas ça. À mon avis, on a besoin d'histoire pour rappeler ces choses-là et bâtir une nouvelle humanité. Et nous avons, notre monde a besoin d'une nouvelle humanité. C'est l'histoire qui contribue, à mon avis, à ce que je veux dire. Vous voulez... Non, je voulais tout simplement dire que quand on voit le spectacle désolant de nos jeunes qui quittent chaque jour l'Afrique, ils vont mourir dans le désert ou bien dans la Méditerranée, hein, et qui, lorsqu'ils réussissent à atteindre l'Europe, est repoussé, il y a un problème. Il y a un problème, cela signifie que nous n'avons pas su donner à ces jeunes un havre de paix, un havre d'espérance. Surtout, on n'a pas pu leur donner l'espoir pour qu'ils puissent vivre sereinement du produit de leur travail dans leur pays. Et ça, c'est dommage. Il faudrait que nous y pensions. Infiniment merci, messieurs, d'être venus sur le plateau de 237, le débat. C'est un échange ou une thématique sur laquelle nous allons certainement revenir dans les toutes prochaines semaines. C'est un sujet qui est vaste. Nous n'avons pas la prétention d'avoir fait le tour. On aura donc l'occasion de revenir sur cette question-là, peut-être avec d'autres acteurs ou avec la disponibilité de certains d'entre eux sur ce plateau. Merci au professeur Emmanuel Djumjoua d'être venu sur ce plateau. Merci. Merci également au prince Koumandoumé III d'être venu. Merci également à vous, professeur Albert Dikoumé, d'être venu. Professeur Signoun Popokam, merci et bon retour à Yaoundé. Merci beaucoup. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison de 237 le débat. Excellente soirée à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci.